Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les transferts énergétiques pour les systèmes mécaniques. Et donc on avait vu la notion de travail dans la première partie. Donc cette notion de travail permet de comprendre les échanges d'énergie qui peuvent se faire lorsqu'on applique une force à un système. Et donc évidemment si j'applique une force à un système, sa vitesse va changer. Et donc du coup, eh bien l'énergie qui est liée à la vitesse, qu'on appelle l'énergie cinétique, elle aussi va varier. Donc c'est ce que je vous mets. Donc lorsqu'une force travaille, elle va changer l'énergie cinétique du système. Donc on va changer l'énergie cinétique du système. Bien. Alors, donc l'énergie cinétique, c'est une grandeur que vous avez probablement déjà vue. Vous avez déjà vu la formule qui permet de la calculer. Donc comment est-ce que l'on fait pour calculer l'énergie cinétique? On vous dit donc définition. Donc un objet qui se déplace possède une énergie du mouvement qui dépend de la vitesse et de sa masse qu'on appelle l'énergie cinétique. Alors cette énergie cinétique, je vais la noter dans ce chapitre EC. Donc EC. E pour énergie et C pour cinétique. C'est 1 demi de la masse fois la vitesse au carré de votre système. Alors au point de vue des unités, EC, c'est l'énergie cinétique en joules. La masse, doit s'exprimer en kilogrammes. Et puis la vitesse, l'unité du système international, ce sont les mètres par seconde. Alors je mets un petit rappel ici, pour passer des mètres secondes au kilomètre par heure, parce que des fois on a besoin de donner des vitesses en kilomètres par heure, ou alors pour revenir à l'unité, parce que dans l'énoncé on donne une vitesse en kilomètres par heure, donc pour revenir au mètre par seconde. Voilà, donc on fait fois 3,6 pour passer des mètres secondes en kilomètres par heure, et puis là, évidemment on divise par 3,6 lorsque l'on fait le contraire. Alors, quelques exemples de calcul assez simples pour le début. Donc on vous dit un projectile de masse m égale 80 grammes à une vitesse de 700 mètres par seconde, déterminez la valeur de son énergie cinétique. Alors, donc vous pouvez toujours essayer de faire les exemples, puis faire sur pause si vous voulez avoir la correction. Alors donc mon énergie cinétique, c'est quoi? C'est, si je reprends ma définition, c'est égal à 1 demi, donc 0,5, fois la masse de votre système, fois la vitesse au carré. Alors si je passe à l'application numérique, donc 1 demi c'est 0,5, fois la masse c'est 80 grammes. Alors là par contre je suis pas dans le système international, donc il faut que je fasse la conversion, des grammes en kilogrammes, donc fois 10 puissance moins 3, fois la vitesse qui est de 700 mètres par seconde. Alors j'oublie pas une chose importante, ce que tout le monde fait, c'est cette petite truc là, c'est-à-dire le carré. Parce que là, si on oublie le carré, évidemment, le calcul est complètement faux. C'est bien là-dessus qu'il faut faire attention. Donc soit, voilà, on n'oublie pas dans la formule, on n'oublie pas de mettre ici, puis on n'oublie pas surtout de le mettre sur la calculatrice, parce que sinon après, évidemment, il va y avoir quelques soucis. Et donc, si on fait cette application numérique, on trouve, une énergie cinétique de 1,96 fois 10 puissance 4 joules. Voilà. Deuxième chose, cette fois-ci, on vous demande un projectile de masse m de 350 grammes à une énergie cinétique totale de 50 joules. Calculez sa vitesse en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Alors là, ça se complique un peu, mais ça reste encore abordable. Donc on vous dit donc EC, c'est 1 demi de m v carré. D'accord. Et puis nous, par contre, ce qu'on veut, c'est la vitesse. Donc il va falloir que je change ma formule pour avoir bien la vitesse. Alors si je passe le 2 de l'autre côté, ça vous donne 2 fois EC ici. Je vais passer le M de l'autre côté, ça vous donne divisé par M, et ça c'est égal à V carré. Donc maintenant, si je veux la vitesse, je vais considérer que ma vitesse est positive, donc la solution de cette équation-là, c'est V égale racine de 2 EC sur M. Voilà, je peux passer à l'application numérique. Donc l'application numérique nous donne racine carrée de 2 fois EC, c'est-à-dire 50,0 joules, c'est-à-dire, voilà, ça c'est la bonne unité. Par contre, la masse, attention, c'est 350 grammes que je veux en kilogrammes. Donc je fais x 10 puissance moins 3. Bon, j'ai plus de place, je vais le faire ici. Donc V égale environ, on va dire, si on fait l'application numérique ici, on doit avoir 16,9 mètres par seconde. Voilà, donc 16,9 mètres par seconde. Et si je veux la vitesse en kilomètres par heure, je regarde bien ici, donc moi j'ai des mètres par seconde, je veux des kilomètres par heure, je fais x 3,6
Donc c'est égal à 16 fois 3,9 fois 3,6, 60,8 km. Oh pardon, kilomètres, je marque kilogramme, ah, pas du tout ça. Vivement les vacances. Kilomètres par seconde. Voilà. Donc ça, c'est les petits calculs d'énergie cinétique tout bête. Maintenant, on va aborder le théorème de l'énergie cinétique. Alors, qui dit théorème dit quelque chose qui se démontre. Voilà. Alors, ça se démontre. Je ne peux pas vous le démontrer parce que il faut la loi fondamentale de la dynamique que vous n'avez pas encore vue, que vous verrez l'année prochaine en terminale. Et on va essayer de le comprendre simplement, ce théorème-là. Je vais reprendre mon histoire de cheval. Alors, je rappelle mon histoire de cheval qu'on avait vu juste avant. C'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, j'ai un cheval qui essaie de tirer un tramway de A vers B, et puis donc on est sur des rails, donc on déplace de A vers B et le tramway, lui, est sur des rails. Alors donc, si moi mon déplacement, donc je le veux de A vers B ici, de là jusque là. Et puis là, du coup, on imagine que le cheval, bah, il part un peu comme ça. Donc là, on a forcément un travail moteur, on avait vu. Donc ça veut dire que vous allez quand même pouvoir avancer. Donc là, ici, on comprend bien que si on est dans cette situation-là, eh bien, votre cheval va quand même tirer votre tramway. Pas très efficacement, certes, mais il va quand même le tirer, et donc il va quand même pouvoir avancer. Si vous avancez, vous allez gagner de la vitesse, et si vous gagnez de la vitesse, vous allez gagner de l'énergie cinétique. Ça veut dire que votre variation d'énergie cinétique, entre la fin et le début, va avoir un gain. Donc vous allez avoir un delta EC, une variation d'énergie cinétique, qui va être positive. Donc on va gagner de l'énergie ici. Maintenant, j'imagine que j'ai un autre cheval, on va dire qu'on le tire non pas par un cheval, mais par deux chevaux. Eh bien, si je tire par deux chevaux, puis il y en a un, malheureusement, il a décidé de tirer comme ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va s'apercevoir que là, dans ce cas-là, si je fais la somme vectorielle de ces deux travaux, eh bien, je vais bien voir lequel est le plus fort ou lequel est le moins fort. Si la somme des deux est positive, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, mon tramway va avancer. Si la somme des deux est nulle, il va pas bouger. Et puis, si la somme des deux est égale, est négative, eh bien, dans ce cas-là, notre tramway va reculer. Donc, on comprend que la variation d'énergie cinétique, c'est-à-dire la variation de vitesse, va être liée à la somme de tous les travaux qui vont appliquer à ce système-là. Et c'est ça le théorème de l'énergie cinétique, si je reviens dessus. Alors, il faut que j'enlève ça. Tac. Ici. Donc le théorème de l'énergie cinétique va vous dire que justement cette variation d'énergie cinétique va être égale à la somme de tous les travaux qui vont s'appliquer sur votre système. On comprend que si vous faites la somme de tous les travaux et que cette variation est positive, vous allez augmenter, vous allez avoir une variation d'énergie cinétique positive. Et si vous avez la somme de tous les travaux qui va être négatif, et forcément vous allez avoir une diminution de la vitesse, donc une diminution de l'énergie cinétique. Voilà, donc intuitivement on le comprend. Après, ça se démontre tout à fait, sans problème. Ce théorème-là se démontre sans souci. Alors, on vous dit donc que la variation de l'énergie cinétique d'un système en mouvement d'une position A à une position B est égale quoi? À la somme des travaux. Donc, on va marquer à la somme des travaux de toutes les forces appliquées au système entre A et B. Alors, mathématiquement, comment est-ce qu'on va faire pour le noter? Alors, une variation, donc déjà, premièrement, on peut noter que l'énergie cinétique, c'est EC. D'accord? Donc, EC de quoi? Eh bien, on va dire de A vers B. Donc, je fais A, une petite flèche B. Par contre, c'est une variation d'énergie cinétique, donc je n'oublie pas de mettre un delta devant. Donc, la variation d'énergie cinétique, c'est quoi? Déjà, premièrement, c'est l'énergie finale moins l'énergie initiale, comme on a l'habitude de faire. Voilà, et une variation, c'est la fin moins le début. Donc, c'est déjà l'énergie cinétique à la fin. Donc, comme c'est la flèche est en B, donc je vais marquer EC en B moins l'énergie cinétique en A. Et à quoi est égale cette variation d'énergie cinétique? Eh bien, elle est égale à la somme des travaux. Donc, somme, je fais à la lettre sigma. Elle n'est pas bien faite du tout, ma lettre sigma. Donc, sigma, sigma majuscule. Je vais essayer de la faire bien. C'est ça, c'est un peu mieux. Donc, la somme de quoi? Eh bien, de tous les travaux. Donc, le travail de A vers B, de toutes les forces. Alors, si j'en ai
Je peux en avoir une, deux, trois, peu importe. Donc ce que je vais mettre, c'est que mettre IF en indice petit i, hein, qui vont dire pour toutes les forces. Donc c'est la somme de toutes les forces. Alors mathématiquement, on peut rajouter un petit i ici en dessous pour dire que c'est la somme de tous les f. Donc i, ça peut être compris entre 1 et puis même 0 d'ailleurs, entre 0 et l'infini avec que des nombres entiers positifs. Donc c'est un nombre entier positif. Donc ici, voilà, si j'en ai une, deux, trois, quatre, 5. Alors au point de vue des unités, eh bien ça, je vais peut-être mettre une autre couleur. Eh bien ça, c'est forcément en joules, hein, puisque c'est un travail, c'est un échange d'énergie. Et puis le delta EC, bah, c'est aussi forcément en joules. Alors, si je veux détailler un petit peu plus, hein, je peux dire que, que ma variation d'énergie cinétique, si on veut la prendre un petit peu autrement, la variation d'énergie cinétique, c'est quoi? Eh bien, c'est l'énergie cinétique finale. Je marquais finale comme ça, voilà. Même si c'est l'énergie, je marque sans E, moins l'énergie cinétique initiale. Bon, je peux marquer avec un E, voilà, c'est pas grave. Ici. Et donc ça, c'est égal à la somme des travaux de AB de toutes les forces, on va dire. Voilà. Donc voilà, il faut que je fasse globalement, que je connaisse toutes les forces qui s'appliquent à mon système, que je calcule tous les travaux qui sont liés à ce système-là, et dans ce cas-là, je pourrais calculer la variation d'énergie cinétique. Alors ce théorème-là, il peut s'utiliser dans deux circonstances. Soit par exemple, on vous demande de calculer la variation d'énergie cinétique, ou alors des vitesses initiales ou finales, hein, puisque ça, en fait, c'est tout simplement l'énergie cinétique. Ça c'est tout simplement 1 demi de m v final au carré, c'est pas bien fait, au carré, moins l'énergie cinétique, c'est-à-dire 1 demi de m v initial, zut, c'est un i, au carré. Donc si je connais globalement les forces qui s'appliquent à mon système, je peux connaître soit la vitesse initiale, soit la vitesse finale, par exemple, hein, c'est ce qu'on peut vous demander. Ou alors on connaît les vitesses finales et initiales, et dans ce cas-là, on va vous demander de calculer la somme des travaux. Alors la somme des travaux, ça nous permet par exemple de calculer les intensités des forces de frottement ou des choses comme ça. Hein, si on a par exemple des systèmes qui se déplacent et qu'on veut évaluer par exemple les frottements qui s'accumulent sur ce système-là, si je connais la vitesse initiale et finale, je vais pouvoir évaluer cette force de frottement. Alors on va faire un exemple ici. Alors l'exemple il est où? Il est là, donc c'est la page suivante. Donc un exemple ici, on vous dit donc un solide de masse m égale 920 grammes glisse sur un plan horizontal rugueux. Alors rugueux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des frottements justement, sinon on dirait sans frottement. Donc il y a des frottements. Lancé à la vitesse V0 de 2 mètres par seconde, il s'arrête après un parcours de longueur L 80 cm. Déterminer la valeur de F de la force de frottement supposée constante. Alors là, souvent, sur le problème de genre d'exercice en physique, c'est qu'on ne sait pas comment démarrer. Alors, quand on ne sait pas comment démarrer, parce que là, la question est assez vague, il faut déterminer d'un coup les forces de frottement. Je connais juste, il n'y a pas de formule directe à appliquer. Hein, il va falloir donc se rappeler du théorème de l'énergie cinétique, et puis on va essayer d'appliquer, et puis on va voir ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, pour pouvoir avoir ce dont on a besoin. Alors, pour tout, problème de mécanique, il faut faire un schéma. Alors ici, un plan horizontal et un solide de masse m dessus. Regardez bien, je vous ai fait ici un schéma. Allez, j'ai déplacé mon schéma. Donc il est ici. Donc voilà, j'ai fait un solide et puis un plan ici. Alors donc, première chose à faire, hein, si je me rappelle le théorème de l'énergie cinétique, il faut connaître la somme de tous les travaux des forces. Il faut d'abord que je connaisse toutes mes forces. Donc on va commencer par faire un bilan des forces. Alors pour mon bilan des forces, le bilan des forces, je vais marquer ici, bilan des forces, quelles sont les forces qui s'appliquent à mon système? Premièrement, il est sur la planète Terre, donc on va considérer qu'il a un poids P. Donc j'ai un poids P, ici. Donc je vais à peu près, donc ici on va dire que c'est mon centre d'inertie que je vais appeler G. Donc j'ai un poids P ici. Je vais le tracer, à main levée approximativement. Donc mon poids est ici.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Comme il est sur un plan, eh bien j'ai la réaction du support, la réaction normale, donc la réaction de mon support, la réaction R, que je vais faire peut-être en vert. Donc la réaction du support, eh bien elle est à cet endroit-là. Voilà. Donc mon point d'application c'est le centre ici. Et ça c'est mon R. Donc c'est la réaction qui est normale. Et puis comme on vous dit que j'ai un plan rugueux, eh bien ça veut dire aussi que vous avez des forces de frottement. Alors les forces de frottement, je vais les faire en orange. Donc j'ai les frottements que je vais nommer petit f. Alors, je vais décider aussi un sens de déplacement. Je vais dire que mon solide ici, je suis en position A, et puis on va dire qu'il va se déplacer en position B. Donc ça veut dire que si ici je vais de la gauche vers la droite, les forces de frottement s'opposent toujours au déplacement. Ça veut dire que mes forces de frottement, elles, vont aller plutôt vers la gauche ici. D'accord? Donc imaginons que je me déplace de A vers B. Eh bien, je vais faire des forces de frottement. Donc les forces de frottement sont toujours tangentes, mais dans le sens opposé au déplacement. Comme je vais de A vers B, les forces de frottement sont dans l'autre sens. Donc petit f, j'essaie de le faire un peu mieux, petit f ici. Ça aurait pu être un peu mieux fait, tant pis, je vais pas tout refaire. Donc voilà, les forces de frottement sont ici. Voilà, donc j'ai fait mon bilan des forces. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais calculer tous les travaux, la somme de tous les travaux que j'ai ici. Alors comme j'ai 3 forces, on va les calculer. Donc premièrement, je vais calculer le travail du poids. Le travail du poids, je note lors du déplacement AB du poids. C'est quoi? Si vous vous souvenez de la formule que l'on avait vue dans la vidéo précédente, c'est mg ZA moins ZB. Bien. Alors, si on regarde bien, le point G ici, il va pas varier de position en hauteur, puisque le poids, il va rester toujours horizontal. Donc ça veut dire que cette chose-là est égale à 0 tout simplement, parce que ZA moins ZB c'est égal à 0. On a une deuxième possibilité pour déduire que c'est égal à 0. On voit que le poids, il est perpendiculaire au déplacement, et on avait vu que toute force perpendiculaire au déplacement ne travaillait pas, donc que le travail était nul. Donc ça veut dire que le travail du poids, il est égal à 0. C'est égal à 0 joules. Le poids ne travaille pas, oui, puisque si je me déplace horizontalement, mon centre d'inertie est toujours à la même position, donc globalement le poids ne va pas travailler. Deuxième chose que j'ai, j'ai le travail de la réaction R. De la même manière que tout à l'heure, la réaction R elle est perpendiculaire à votre déplacement, donc ça veut dire que votre travail ici sera aussi égal à nul, à 0. Dernier de manière force de frottement, le force de frottement ici, petit f, ici c'est quoi? Alors la formule que j'avais donnée, c'était moins norme de f fois le déplacement AB. C'est-à-dire que si je reprends dans mon énoncé, ça me donne moins F fois AB, on vous dit que ça se déplace ici sur 80 cm, donc c'est la longueur L. Voilà. Alors si j'applique mon théorème de l'énergie cinétique, ça veut dire que mon énergie cinétique finale moins mon énergie cinétique initiale est égale à la somme des travaux, c'est-à-dire tous les travaux que j'ai ici, c'est le travail du poids, le travail de la réaction, le travail de la force de frottement, c'est le seul cas que j'ai, c'est celui-ci, c'est égal à moins F fois L. Je vais détailler un petit peu maintenant, puisque en fait, on va essayer de voir quelles sont les différentes vitesses. Donc EC final, c'est 1/2 de M VF au carré, moins 1/2 de M VI au carré égale moins FL. Alors, qu'est-ce que je connais d'autre?
Alors le L je connais, le F c'est ce qu'on me demande, donc globalement je dois tout connaître, tout le reste doit être connu, hein, puisque ça c'est ce qu'on me demande de trouver, donc ça veut dire que dans l'énoncé je dois avoir tout ce dont j'ai besoin. Alors la masse elle est donnée ici, donc tout va bien, et on vous dit donc il est lancé à la vitesse de V0 égale 2 mètres par seconde, il s'arrête après un parcours de longueur égale 80 cm. Ça veut dire que comme il s'arrête, la vitesse finale va être égale à 0. Donc comme il s'arrête à la fin, ça veut dire que VF est égal à 0. Donc maintenant, eh bien, la vitesse initiale, je la connais, c'est ici mon V0. Donc je vais remplacer carrément par toutes mes valeurs. Je vais faire donc moins 1/2 de m V0 au carré égale moins FL. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux enlever mes moins, et puis je peux tout simplement isoler mon F. Donc ça nous donne que F est égal à m V0 carré divisé par 2L. Et quand je passe maintenant à l'application numérique, alors la masse, c'est combien la masse? C'est 920 grammes. Donc 920 grammes, j'oublie pas de la passer en kilogrammes, fois 10 puissance moins 3, fois V0 carré, donc V0 c'est 2 mètres par seconde. Ça c'est bon, il n'y a pas besoin de faire de conversion. Fois 2L, donc 2 fois 80 cm. Alors là par contre je suis pas en mètres, je fais fois 10 puissance moins 2, et on trouve quelque chose qui doit être à peu près à 2,3 newtons. Donc vous voyez que ici, si je connais eh bien, ma vitesse initiale et ma vitesse finale, je peux calculer eh bien, l'intensité de la force de frottement. Sinon c'est assez compliqué de connaître les forces de frottement, mais grâce à ce théorème-là, eh bien, on peut trouver eh bien, quelle est la valeur des forces de frottement que l'on a ici. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo, c'est terminé. Il va nous rester une dernière sur l'énergie mécanique. Je vous souhaite une bonne journée et au revoir.